Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière, et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés: la transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenus concrets, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Pour se lancer en freelance, tout commence donc par un tilt, cette étincelle qui nous pousse à nous engager dans l'aventure de l'indépendance. Puis, la réalité du quotidien nous rappelle rapidement qu'une activité en free doit être rentable, durable et surtout bien gérée. C'est pour cela que j'ai décidé de consacrer le mois de mai 2024 au freelancing, ce mode de travail très convoité. J'avais envie de vous partager des inspirations et des outils pour être bien préparé et bien équipé pour cette nouvelle vie pro. Et je suis ravie de vous annoncer que pendant tout le mois du freelancing, je suis en partenariat avec Blank. Blank, c'est le compte pro des indépendants. Un outil clé en main pour gérer vos finances et votre comptabilité en toute simplicité. En choisissant Blank comme compagnon de route, vous accédez à une multitude de services qui vous aideront à vous focaliser sur ce qui compte vraiment, c'est-à-dire votre cœur de métier. Avec Blank, nous partageons d'ailleurs une conviction au sujet du freelancing. Devenir indépendant est un choix professionnel singulier, excitant et exigeant. Et pour que cette aventure soit une réussite, notre mission est de vous aider à comprendre les défis du lancement en freelance et renforcer votre confiance en vous et en votre projet, qui vous permettra d'opérer ce changement pro tant attendu. Après 3 années professionnelles en tant que banquier chez HSBC, Thomas quitte le monde de la finance pour lancer sa start-up. Il entame donc son aventure entrepreneuriale, mais très vite, il décide de finalement s'orienter vers un mode de travail freelance. Il est aujourd'hui consultant en communication pour des fintechs. Avec Thomas, nous avons parlé de son cœur de métier, bien sûr, mais nous avons aussi et surtout creusé l'aspect business d'un lancement en freelance. Comment a-t-il mis en place un système de création de contenu qui lui permet d'acquérir des clients facilement ? Comment gère-t-il les finances de sa micro-entreprise ? Qu'est-ce que la vie de freelance lui apporte versus une vie en CDI ? Avec Thomas, plongez dans l'univers d'un freelance qui a bien compris les rouages de ce mode de travail pour vous en inspirer. Bonne écoute! Salut Thomas! Salut! Bienvenue sur le Tilt. Merci beaucoup. Je suis ravie de te recevoir dans le cadre du mois du freelancing. Thomas, tu es freelance, tu es indépendant, tu vas nous parler de ta vie professionnelle et de comment tu as monté cette activité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je te propose, c'est de te présenter sans parler de ton travail, s'il te plaît. Alors, pour me présenter sans parler de mon travail, je dirais que je suis un passionné de sport, un passionné de musique et j'adore manger. C'est mes 3 passions dans la vie. Sympa, pas mal. Et du coup, qu'est-ce que tu fais comme activité professionnelle aujourd'hui ? Je suis consultant en communication, spécialiste dans les fintechs. Voilà, de par mon expérience passée, c'était la niche qui était pertinente pour moi. Elle m'a aussi un petit peu tombé dessus et je suppose qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, consultant en communication pour des fintechs. Et alors justement, comment est-ce que tu es passé à ce métier-là et à cette forme de travail-là ? Qu'est-ce que tu faisais avant finalement ? Avant ça, j'étais banquier. Je travaillais chez HSBC, j'étais banquier pour des entreprises. J'ai fait ça pendant 3 ans, sorti des études. Donc moi, je viens du nord-est de la France. Je suis arrivé à Paris parce que dans la finance, quand même, ça se passe beaucoup à Paris. Et donc voilà, j'ai fait une petite année en tant qu'analyste. Je suis passé vraiment banquier donc devant les entreprises et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et comment tu t'es retrouvé banquier ? Est-ce que c'était une vocation ? Est-ce que les fintech, le monde de la banque, ça te plaisait déjà à la base ? En fait, je pense qu'il faut remonter assez tôt pour ça, je dirais au lycée. Au lycée, j'ai commencé à avoir certaines appétences, notamment pour l'économie, plus que
que la finance ou l'analyse financière ou autre. Et donc, j'ai passé un bac ES. Ensuite, je suis arrivé à la fac. Et à la fac, j'ai fait un bac dans l'économie, une licence, pardon, en économie. Et j'ai découvert pas mal de matières différentes, que ce soit du droit, que ce soit de l'économie, que ce soit vraiment de la finance. Et dès les premières années, dès les premiers cours, je me suis pas mal intéressé à la finance, vraiment. Alors, il y a plein de subtilités avec la comptabilité, etc. Mais on va pas rentrer là-dedans. Et donc, voilà, j'ai eu de l'intérêt. Donc, c'est pas une passion, parce que, voilà, comme je disais, j'adorais le sport, je faisais beaucoup de foot quand j'étais petit, etc. Mais j'avais quand même un intérêt pour toutes ces matières-là. Et voilà, j'ai fait quelques stages, quelques alternances en compta, en audit. Et un jour, je suis arrivé dans la banque, en fait. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus plu, être au contact des entrepreneurs, voir leurs dossiers de financement, leurs besoins de financement, les accompagner. Donc, c'est pour ça que je décide de me lancer là-dedans. Ok, génial. Et donc, tu as fait 3 ans en tant que banquier en CDI. Comment est-ce qu'elle a émergé cette idée de peut-être changer de mode de travail et changer de métier? Je pense que c'était toujours dans un coin de ma tête, en tout cas depuis la fac. Je sais qu'on en parlait beaucoup avec des amis, l'envie de se lancer à notre compte, de lancer notre boîte, etc. Donc ça, c'était quand même déjà quelque chose qui était là depuis quelques années. Et puis ensuite, le travail en soi, je me suis rendu compte de ce que c'était qu'être salarié dans une entreprise, d'autant plus dans une grande entreprise où il y a quand même pas mal de comptes à rendre, etc. Et donc, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'autre chose. Le métier me plaisait, mais il y avait à côté de ça quand même certains aspects qui me plaisaient un petit peu moins, que ce soit dans le travail en lui-même ou alors dans vraiment l'entreprise de manière générale. Et donc, je me suis dit, bon, j'avais à l'époque 26 ans, quelque chose comme ça, 25, 26 ans. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de me lancer. Ok. Et comment ça se traduisait au quotidien, cette envie de partir? Est-ce que tu regardais un peu les offres? Est-ce que tu avais déjà regardé un peu comment ça marchait le freelance? Comment est-ce que tu as concrétisé ça? Ce qui va être du freelance, ça m'est un petit peu tombé dessus et je pense qu'on pourra en parler après parce que quand j'ai quitté HSBC, je me suis pas lancé vraiment en tant que freelance. Je me suis lancé seul, mais je voulais pas forcément être freelance à la base. D'accord. Mais juste pour revenir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a eu un petit peu deux étapes. Il y a eu quand même l'étape où je me suis rendu compte que je voulais changer, pas forcément devenir freelance, entrepreneur ou autre, mais je voulais changer. Et peut-être même je voulais changer de l'univers bancaire. Je commençais un petit peu à regarder les finances, mais dans les startups, dans les entreprises, tout ça. Pourquoi pas les fonds d'investissement aussi. Et la deuxième étape, ça a été de me dire, bon, en fait, non, je vais me lancer à mon compte. J'avais vu certaines problématiques lorsque j'étais banquier. Je me suis dit, je vais essayer d'y répondre. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé. Ok. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ton changement pro aussi, c'est que tu as changé de métier finalement. Tu Totalement. étais banquier et maintenant tu fais de la communication. Exactement. J'ai gardé un point commun qui est la finance, on va Mhm. dire. Même si la finance et la fintech, il peut y avoir quand même pas mal de différences. Mais c'est ce qui est très marrant, c'est que mon quotidien a rien à voir. Avant, j'étais dans les chiffres et maintenant, je suis plus dans les lettres. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Et Ouais. comment c'est venu du coup? Parce que j'imagine que tu t'es pas réveillé un matin en te disant bon je vais changer mon métier de A à Z et je vais devenir communicant. En fait, donc je vais te raconter mon premier projet. Le premier, Ouais. premier projet pardon, que j'avais lorsque je me suis lancé. Je voulais aider les entrepreneurs à réussir leur demande de financement. C'était D'accord. une problématique que je voyais lorsque j'étais banquier. Les dossiers n'étaient pas complets, quand il y en avait, parce qu'il n'y en avait pas tout le temps. J'avais jamais les informations que je voulais. Donc je me suis dit, je vais lancer ma propre fintech à moi. Voilà, je vais lancer une petite application pour aider les entrepreneurs à faire ça. J'ai fait ça pendant un an et demi. Ça a été très dur. J'ai fait toutes les erreurs que peut faire, je pense, un premier entrepreneur, notamment quand tu développes un produit. Honnêtement, c'était une catastrophe, le développement du produit. Il est pas mal, le produit, il existe toujours Ah ouais, d'ailleurs. ça s'appelle comment? Ça s'appelle Isitu. D'accord. Mais du coup, en fait, ça n'allait pas, en tout cas vraiment en termes de produit. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que très rapidement, je me suis mis. Alors, je ne sais plus quel déclic j'ai eu, honnêtement. Mais très rapidement, je me suis mis à créer du contenu. D'accord. D'abord sur LinkedIn. J'ai eu un blog, une newsletter, etc. Et je pense que ça fait à peu près un an et demi. J'avais intégré un incubateur qui s'appelle Schoolab avec ce Ah premier ouais, projet. d'accord, ok, génial.
Et en fait, je me souviens, j'étais chez Schoolab et puis moi, je créais mon contenu aussi pour me faire connaître sur ce projet. Et j'ai réussi à développer une petite audience sympa. Alors, pour le coup, qui n'était pas forcément la bonne audience par rapport à mon produit, mais j'ai quand même monté Qui est-ce qui te lisait finalement? beaucoup d'étudiants, beaucoup de Ah, d'accord. financiers, de jeunes financiers qui bossent dans des entreprises, parce que je parlais de finances d'entreprise, de dossiers de financement, etc. Pas mal de jeunes banquiers aussi, pas trop les dirigeants de TPE, PME. Mais en tout cas, voilà, j'ai réussi à avoir un petit peu de visibilité grâce à mon propre contenu. Et en fait, un jour, j'ai une entreprise, une fintech. J'ai quasiment en même temps une agence et une fintech qui sont venus me voir et qui m'ont dit, bah voilà, les contenus que tu crées sont sympas. Nous, on recherche un rédacteur et est-ce que tu peux le faire pour nous? Honnêtement, je savais même pas que je pouvais gagner de l'argent en faisant ça. Vraiment, ça m'est totalement tombé dessus. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai vu que mon projet avançait pas trop, que la création de contenu commençait à me rapporter un petit peu d'argent, que j'arrivais à trouver des clients. Et donc, c'est comme ça qu'à un moment, j'ai fait la transition de me dire, bah, j'arrête ce projet, j'arrête ce produit et je me lance à mon compte. Donc Ah ça, c'était ouais, il y a 1 an et demi, quelque chose ok. comme ça. C'est génial. Est-ce que tu connais Armand et Max? Non, pas du tout. C'est deux mecs qui font du contenu sur la créateur économie. Bref, je les ai reçus sur le titre il y a bien 1 an maintenant. Et on se posait la question ensemble de comment la création de contenu pouvait impacter nos carrières. Et en fait, tu es l'exemple même Totalement. de à quel point créer du contenu t'a finalement ouvert des portes, quoi. C'est dingue. Totalement. Je fais un métier. J'avais fait une conférence il n'y a pas très longtemps où je parlais de ghostwriting, parce que c'est une de mes activités, écrire pour des gens. Ouais. Euh, et je disais que c'était un métier dont j'ignorais l'existence il y a 1 an et C'est demi. dingue. C'est fou quand même. Et maintenant, c'est ton métier et Et tu maintenant, gagnes c'est ta vie mon avec. métier, ouais. Et je gagne ma vie avec ça, ouais, en Incroyable. partie. Et en partie, on va revenir alors. On Ouais. va revenir là-dessus. Et du coup, donc, tu as eu cette opportunité, cette entreprise, cette agence qui sont venus vers toi. Ça a été quoi ton tilt vraiment pour arrêter ici tout et te dire, bah maintenant, je suis 100% sur cette nouvelle activité? Moi, j'étais dans la banque et j'ai quitté HSBC en plein Covid. En fait, donc il y a eu le Covid qui est arrivé et il y a eu ce qu'on appelle les PGE, les prêts garantis par l'État. Ça a été une période très intense, je pense, pour les banquiers. Il y avait des process nouveaux, plein de choses à mettre en place, etc. Je réfléchissais déjà au moins depuis quelques mois, au moins 6 7 mois à partir. J'avais commencé à bosser sur mon projet. J'avais fait un premier, ce qu'on appelle MVP, pour vraiment construire simplement mon premier produit. Et, et ça fait quand même pas mal de temps que j'y réfléchissais, que j'avais commencé à bosser sur le truc. Et il y a eu cette vague de travail qui m'est arrivée dessus. C'était compliqué, voilà. Et je me suis dit, ouais, c'est le moment. Ouais, C'est le moment, il faut que je parte. ok. Et donc, la création de contenu, tu as commencé ça. Qu'est-ce que tu as vendu en premier finalement? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, l'entreprise et l'agence? Des articles de blog. D'accord. C'est la première chose que j'ai vendue. Ouais, des articles de blog. Ok. Et maintenant, tu vends quoi du coup aujourd'hui? Des articles de blog, toujours. Génial. Des newsletters, Mhm. des livres blancs. Je fais aussi, du coup, c'est une partie un petit peu moindre de mon activité, mais du ghostwriting. D'accord. Donc là, c'est un process un petit peu différent. L'article de blog, c'est des sujets que je connais. Soit je me renseigne de mon côté, ou vu que je suis dans la finance, c'est quand même des sujets que je connais un petit peu, je peux écrire librement dessus. Le ghostwriting, c'est un modèle un petit peu différent où il faut quand même que je discute avec les gens, que je comprenne un petit peu ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent mettre en avant, et en fait, je le retranscris sur papier. Là, pour le coup, j'écris pas pour les gens. Enfin, j'écris pas à la place des gens, Oui. j'écris pour eux. Ouais, je C'est vois. la petite subtilité, on va dire. Donc, je fais ça, et donc depuis peu, parce que mon réseau s'élargit pas mal, notamment grâce, on pourra en reparler, à la newsletter que j'ai. Je commence à faire de la relation presse aussi. Alors, cette Ça, newsletter. pour le coup, quelque chose de très nouveau, Ouais. sur lequel j'apprends, mais qui est très intéressant aussi. C'est trop intéressant parce qu'en fait, on voit que là, ça fait 1 an et demi que tu fais cette activité. 1 an et demi, ouais. 1 an et demi. Ouais. Et en fait, tu as des briques qui se rajoutent au fur et à mesure du temps. Ouais, ben alors je pense que c'est un grand sujet quand on est freelance. Moi, en tout cas, j'arrive pas à rester sur quelque chose où je fais juste une activité, on va dire, et je continue et j'essaie toujours d'aller plus loin, d'élargir le champ des possibles et de voir un petit peu ce que je peux faire. Et donc, pour moi, c'est super important tout le temps d'essayer d'aller plus loin et T'es d'élargir curieux, mon en fait. Tu as activité. envie d'explorer les formats et... Bah aussi, oui, parce qu'on va Ouais. pas se mentir, parfois faire tout le temps la même chose, c'est chiant. Mhm. Donc, C'est vrai. donc c'est ce qui m'intéresse aussi, tu vois, c'est de pouvoir varier mes activités. Donc, je reste globalement dans la communication, que ce soit de la communication en interne ou en externe avec de la relation presse. Donc, je reste dans le même domaine, mais c'est tellement vaste que finalement, tu vois, je peux faire pas mal de choses différentes.
Et c'est tellement plus enrichissant, pardon, je trouve. Et du coup, tu as une newsletter aussi. Exact. Alors ça, c'est un side project. Comment tu le lis à ton activité en freelance? Je ne saurais pas trop le définir, honnêtement. C'est sûr qu'en fait, pour moi, je l'ai lancé quand j'ai commencé à créer du contenu pour mon premier projet. À la base, je parlais de finance d'entreprise, analyse financière, financement des entreprises, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je commençais à travailler avec des fintechs. Et je me suis dit, bon, bah, je vais orienter mon contenu et j'ai parlé un peu plus de fintech que d'analyse financière et de financement des entreprises. Et de fil en aiguille, en fait, il s'est passé qu'un jour, j'ai fait une série de posts où je faisais un panorama des fintechs françaises. Et j'ai vu que j'arrivais à générer pas mal d'intérêt, qu'au passage, bah, j'arrivais à générer quelques clients et prospects grâce à ça. Et en fait, à un moment, je me suis dit comment je pourrais un petit peu dupliquer ce panorama, en fait. Parce que je ne peux pas le dupliquer en tant que tel, parce que je ne vais pas faire un panorama des fintechs tous les mois, mais je vais trouver un moyen de faire une action qui a le même impact. Donc, être visible en fait auprès des fintechs et entre guillemets les mettre en avant. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais prendre chacun des CEO de ces fintechs-là, chacun des fondateurs, et je vais aller les interviewer. Et donc, c'est comme ça en fait que j'ai totalement changé ma newsletter. À la base, c'était analyse financière, financement des entreprises. Et maintenant, c'est des interviews de CEO de fintech. L'audience a. J'ai pas eu une baisse d'audience, Ouais. donc c'est cool parce que ça est plutôt dans la continuité. J'avais peur honnêtement de perdre un petit peu Ouais. de personnes, mais j'en ai pas perdu tant que ça. Et donc voilà, maintenant j'ai 1200 abonnés dessus. Trop bien. C'est très niché, Ouais. mais c'est ce je qu'on veut. suppose que ça a de la valeur Ouais. pour les fintechs. Carrément. Je trouve que tu es un superbe exemple d'un profil dans la créateur économie. Ouais, et alors, euh, créer du contenu, alors déjà, que ça m'ouvre des opportunités tout le temps, en fait. Bah, je parle vraiment de créer du contenu pour moi, pas pour mes clients. Ça me permet de me rendre visible, ça facilite quand même grandement bah, mon activité et le business. Et typiquement, un sujet, c'est que je commence à travailler avec un fonds d'investissement qui est à Londres, qui est spécialiste dans les fintechs, pour qui je fais des introductions. Donc, c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé il y Ouais. a encore Tu te un an. fermes pas de porte en fait. Jamais. Ouais. Même sur des propositions, des invitations, des événements, etc. J'aime bien faire plein de choses, en fait. Ouais. Donc non, je me ferme pas de porte. Et est-ce que ça a été dur, ce passage de posture un peu de personne dans la finance, plutôt côté mathématiques, comme ce que tu disais tout à l'heure, enfin en tout cas chiffres, à finalement quelque chose de plus littéraire, de différent. Enfin, il y a quand même un changement de paradigme dans la carrière qui est assez important. Comment tu l'as vécu, toi? Tu veux dire dans la difficulté à faire le travail ou plus Non, plutôt moralement, toi, mentalement? bah, par exemple, est-ce que tes proches, ils ont compris? Toi, est-ce que ça a été dur de laisser cette partie plutôt chiffres au profit de quelque chose de plus littéraire? Bah, vu que ça s'est fait alors, vu qu'il y a un peu eu 2 étapes, on va dire. La première étape qui a été de rester dans les chiffres, mais de passer de salarié à mon compte. J'ai toujours eu le soutien de ma famille, de mes amis. J'ai toujours le soutien de mes amis et de ma famille, ce qui est vraiment, vraiment très cool. Quoi que je fasse, je pense qu'ils me soutiendront. Et en fait, après, la partie plus littéraire, communication, c'était une activité qui marchait. Donc, tu vois, Ouais. c'est pas comme si j'avais eu radicalement un changement de métier totalement différent. Ça s'est fait un petit peu de manière progressive. Et donc, j'ai pas du tout eu de problème, moi, à Ouais, ce ça a niveau-là. été smooth, quoi, Ouais, même pour si ça toi. s'est fait en 1 an et demi, Ouais. mais c'était pas par transition, par étape. Et donc non, pas de Ça a problème pour été moi. fluide, quoi. Ouais. Ouais. Et alors, du coup, parlons justement de l'ouverture de ton entreprise en tant que freelance en com digital dans les fintech. Comment est-ce que tu as choisi ton statut d'entreprise? La simplicité, Ouais. choisis la micro. Ok. Pourquoi? Euh, Parce que j'avais une activité qui s'y prêtait bien, j'étais tout seul, de une. J'aurais pu choisir la SASU ou le URL, mais c'était un petit peu plus complexe à mettre en place, un petit peu plus de frais. Et en fait, moi, j'ai une activité euh, où j'ai pas de charge. Enfin, je commence à en avoir quelques-unes, donc justement, je réfléchis au changement, mais j'ai pas de charge. Et donc, une des spécificités de la micro, c'est que si t'as pas de charge, généralement, c'est assez intéressant. Et au-delà de ça, c'est quand même très simple. Les Ouais. déclarations, etc. C'est beaucoup plus simple qu'avec une société, une SASU ou une URL. Donc, en fait, j'ai même pas réfléchi, hein. Ouais. J'ai tout de suite ouvert la micro. Et je me suis dit, je verrai bien. Et puis, on verra bien. Qu'est-ce que ça implique d'être en micro-entreprise? C'est quoi les responsabilités quand on est en micro-entreprise? À quoi on Euh, doit veiller? Tu veux dire comptablement, Ouais, fiscalement, par exemple. faire ta déclaration URSSAF tous les mois. Maintenant, la TVA. Ouais.
mais que tu n'as pas besoin au tout Ouais. début. C'est jusqu'à 34 000 Ouais, c'est quelque ça. chose, je crois. Ouais. 39, le premier, Ouais. si La tu première as année. une petite Mhm. marge de manœuvre. Mais ouais, 34 000 ou 39 000. Mhm. Et c'est tout, globalement. C'est quand même assez simple, hein. Puis C'est vrai maintenant, que tu c'est as des pratique. super outils pour C'est gérer tout vrai, ça. exactement. Comment tu l'as monté ta micro? Tu as été tout seul sur le site de l'URSSAF Ouais, et ouais, ouais, je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul chez moi. Et puis ouais. voilà. Je me suis pas fait accompagner. Souvent, les gens ils pensent que c'est genre de la paperasse dans tous les sens. Dans la micro-entreprise, La c'est micro, simple. c'est facile. C'est Ouais, sur facile, le ouais. site de l'URSSAF, on remplit le Ouais, ouais. dossier et puis après on reçoit son sirène dans Ouais, les ouais. 48 heures, quoi. Mais C'est je comprends assez. que ça peut faire peur, je comprends. Ouais. Mais bon, en plus, moi, j'étais un petit peu dans le domaine, donc Oui, c'est je l'ai fait ça. tout Toi, seul. t'es rodé quand même. Tu sais comment ça fonctionne. Et là, du coup, tu parlais de l'EURL ou de la SASU. Est-ce que toi, tu as une idée de à quel moment ça devient intéressant de pouvoir changer de statut? Tu parlais de frais. Est-ce qu'il y a Alors, d'autres... la première chose, c'est quand tu dépasses les plafonds, ce que je souhaite à tout le monde, quand tu Mhm. dépasses les plafonds de la micro. Et sinon, ouais, ça va être en fonction de tes charges. Parce qu'en fait, quand tu es en micro-entreprise, tu peux pas déduire tes charges. Ton URSSAF, tu la prends sur ton chiffre d'affaires. Alors que c'est un petit peu différent en SASU et en EURL, où ça va être sur ta rémunération. Et puis, tu vas avoir aussi de l'IS, mais qui sera sur ton résultat, où là, tu fais passer tes charges. Donc, généralement, si tu as pas mal de charges, ça peut être intéressant. Ouais. Je pense que c'est important de pouvoir donner, tu vois, la différence de fonctionnement entre les Mm. différents statuts. Et puis, il y a quand même une histoire de responsabilité aussi. Quand on a une société, on n'a pas le même type de responsabilité que quand on a une micro-entreprise. Donc, toi, tu as ta micro que tu gères depuis 1 an et demi. Et du coup, toi qui connais bien Blanc, donc effectivement, tu as le compte bancaire. Et puis, tu peux relier aussi tous tes outils autour. Donc, rentrer les informations de tes clients, pouvoir facturer, enfin faire des devis, ensuite facturer en fonction de ça, et ça te facilite la vie à fond, quoi. Bah, surtout quand tu es indépendant, t'as pas envie d'avoir 36 logiciels. Ouais. Et si tu arrives à gérer absolument tout ton administratif et tes finances dans un seul endroit, et ton compte bancaire, c'est génial. Et ça facilite grandement les choses, parce que ça t'évite d'aller sur la plateforme de l'URSSAF, Ouais. aller sur le site des Oui, c'est impôts pour ça, hein. déclarer la Ouais. TVA, plein de choses comme ça. Tu peux déclarer l'URSSAF depuis ton compte Blanc, c'est hyper simple. Ouais, c'est très Ouais. pratique. Et je suis d'accord avec toi. Il y a un truc dont on parle peu aussi pour le lancement en freelance, c'est que tu as le côté cœur de métier, mais tu as aussi le côté gestion de la boîte, quoi. Et en fait, il faut se simplifier la vie. Ouais, totalement. J'essaye, et c'est d'ailleurs possible. Alors, on peut parler d'intelligence artificielle, mais c'est quand même quelque chose qui change pas mal les choses. Et ça permet notamment de. Quand c'est freelance, c'est pas simple parce que tu dois tout faire, comme tu le disais. Il faut à la fois gérer tes propres projets, faire de la gestion de projet, mais il faut aussi aller trouver des clients, il faut gérer tes finances, il faut essayer de faire un petit peu de marketing, etc. Et donc c'est super important de d'optimiser le plus possible toutes ces tâches qui sont sans valeur ajoutée. Aller déclarer l'URSSAF, ça n'a aucune valeur ajoutée. Parce que je vais perdre 10 minutes sur leur site pour faire ça. Si je peux le faire en 2 clics, faut le faire. Ouais, C'est c'est toujours mieux. clair. Et tu as d'autres outils au quotidien que tu utilises ou pas? J'ai un outil de facturation, du coup, à côté de ça. Mhm. Donc, c'est vraiment pour devis et facture. Mhm. Et après, j'ai plein de logiciels, mais qui vont plus être pour mon business. Ouais. Évidemment, bah, moi, comme je disais, j'utilise pas mal l'IA, donc j'utilise ChatGPT. Mhm. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Ouais, c'est le plus important. Après, j'utilise beaucoup Notion Ouais. pour ma gestion de projet, Mhm. la gestion de mes propres contenus, Mhm. etc. Et puis, ouais, c'est les principaux. Slack pour échanger avec mes clients. Ouais, ok, tu es sur Slack avec tes clients. Trop Ouais. bien. Tu rejoins leur Slack ou Slack ou tu... WhatsApp, ça Ouais, dépend. ok. Ça dépend. Je vois, c'est un peu sur mesure. Honnêtement, j'aime bien WhatsApp. C'est très facile. Après, quand tu bosses avec des équipes qui sont un petit peu plus grandes, c'est aussi plus simple Ouais. d'utiliser Slack. Ok. Et il y a un autre aspect dans la vie en freelance que je trouve très important, c'est le fait de se reconstituer une couverture sociale. Mm. Ça, c'est quand même un gros sujet. Toi, comment t'as fait? Alors, j'ai bénéficié ce qu'on appelle, je crois, la portabilité quand j'ai Ouais, tout à quitté, fait. Ça, c'est cool. HSBC. Donc, pendant un an, j'ai eu ma couverture que j'avais avec mon ancien travail. Et puis ensuite, je suis allé chez un Ouais, qui s'appelle néo-assureur. comment? C'est Alan. Ouais, ok. Ok, Voilà, ok. très simple, très fluide. Et donc, je suis chez eux et voilà, je paye tous les mois Ok. pour ma couverture sociale. Ouais. Ça, c'est une question que tu t'es posée ou pas quand tu t'es lancé? Ouais, ouais, pour Ouais. le coup, ouais. Je pense qu'il y a pas mal de questions que je me suis pas posées. Mais celle-là, ouais, Ok. Quelle j'y ai question tu t'es pensé, pas ouais. posée?
La retraite, toutes ces Ouais, choses-là. C'est marrant parce que alors j'ai reçu un courrier il y a 3 4 jours et en fait, quand j'étais chez HSBC, j'avais quelque chose qu'on appelle l'article 83, qui est entre guillemets le père des entreprises pour l'épargne. Je cotisais pour ça chez HSBC, j'ai d'accord. reçu le courrier cette semaine, donc je cotise, j'ai un petit peu d'argent là-dessus, Trop bien. mais pour le coup, tu vois, c'est un sujet qui était naturel en fait quand j'étais salarié, pour lequel je cotisais naturellement et que j'ai absolument pas pris en main depuis que je suis à mon compte. Et je devrais certainement le faire. Ouais, je comprends. Je suis dans cette team. Ouais, ouais, je comprends. J'ai pris le sujet là depuis quelques mois. Ça y est, je me Ouais, suis remise d'équerre, mais ça a pris des années quand même. ouais, non, je suis Mais il faut d'accord. le faire, c'est très très Ouais, important. clairement. Et il y a des organismes qui sont spécialisés pour les retraites pour les indépendants. Donc voilà, même si on fait pas toute notre vie en indé, bah, en tout cas pendant ce temps où on sera en indé, 5, 10, 20 ans, j'en sais rien, bah, en tout cas on peut mettre en place quelque chose qui nous aide à Mm. maintenir ça en fait. Ouais, C'est bien très sûr. important. C'est quoi pour toi les pour et les contre de l'indépendance? Sur les pour, mon organisation. Ça, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Si, alors, de manière générale, tu vois, je commence pas à bosser à midi et je termine pas à 16 heures, parce que ça marcherait pas sinon. Mais j'ai quand même une certaine souplesse. Si je veux commencer à bosser à 7 heures ou à 10 heures, je peux le faire. Si je veux faire une pause de 3 heures, je peux la faire. Si j'ai envie d'aller à la salle de sport l'après-midi ou à 10h30, je peux le faire. Donc, je pense que ça, c'est vraiment ce que j'apprécie le plus. C'est un luxe Ouais. à fond. Un autre avantage, et qui est aussi lié à mon métier, c'est que je peux travailler d'où je veux. Et bah, tu vois, là, je suis allé en vacances l'année dernière à Palerme, en Sicile. C'était génial. Et fin du séjour, l'avion est décalé. Et j'avais plein de rendez-vous de prévus, et cetera. Et on a dû reprendre le vol quelques jours après. Bah, c'est pas grave, en plus, j'avais mon ordinateur. J'ai bossé Trop au bien. bord de la piscine, au bord de la plage, tu vois. Et ça, c'est quand même une liberté qui est assez géniale. Donc ça va vraiment être les pour. Et il y a un autre sujet euh, qui est ta relation avec le salaire, en fait, Ouais. qui est totalement différent parce que bah, quand tu es salarié, tu as ta petite augmentation, entre guillemets, on va dire, tous les ans, à la rigueur, ou alors une belle augmentation de temps en temps, mais ça reste quand même tous les ans et c'est quand même assez... tu as une certaine direction là-dedans. Ouais. C'est cadré en tout cas. Voilà. Mhm. Quand tu es à ton compte, ta notion à ton salaire, elle change totalement. Et à travers 2 points, tu ne verses pas la même rémunération tous les mois. Si tu veux te verser précisément Ouais. 1 400 € tous les mois, 3 600 €, ça n'arrive jamais. Mais Ça, si, c'est mais moi clair. je fais ça hein, C'est vrai? depuis des années. Ah ben bravo, bravo. Vraiment, tous les ans, je me dis, Tu, cette année, je toucherai ça. Et tous les mois, tu te mets précisément je me là. mets précisément le même salaire. Je suis Ok. vraiment hyper réglo là-dessus. Ah ben pas moi, pas du Mais tout. parce qu'en plus, tu sais pourquoi? Parce Ouais. que en EURL, tu es obligé de déclarer à l'URSSAF ce que tu Ok. prévois Ok. de te verser. Donc même si tu peux le changer, Ouais, oui. si tu peux le changer au cours de l'année, Ok. ben ils ont besoin en début d'année que tu leur dises je je projette de me verser X. Ouais. Mais je le faisais aussi quand j'étais au micro. Ok, Hein. d'accord. Ouais, Ah bah écoute, alors j'ai peut-être fille un peu tort. psychorigide. Alors. J'ai peut-être tort, mais moi c'est pas le cas. C'est tous les mois, c'est vraiment en fonction de ce que je fais rentrer. Mais par contre, euh, très rapidement, tu peux faire x3 sur ton salaire tous les mois. Et ça change énormément de choses parce qu'en fait, tu sors un petit peu du schéma auquel tu es habitué à te dire, ok, je vais avoir mon salaire tous les mois et je vois à peu près, je projette un petit peu comment ça va évoluer, à un truc où tu dis, putain, en fait, si je suis vraiment sérieux et que ça marche bien et que j'avance fort, il y a presque pas de limite, en fait. Ouais. Et ça change énormément de choses. Mais tu sais, là, je pense que c'est en fait, c'est un truc qui est tellement ancré chez nous, ce truc du salaire, de la sécurité, etc. Parfois, c'est dur et ça prend du temps de se flexibiliser, entre guillemets, sur ce sujet. Tu vois, moi, j'accompagne des gens qui sont en transition pro, mais le sujet du passage d'un revenu récurrent à cette flexibilité-là, parfois, c'est lunaire, quoi. Les gens, ils n'arrivent pas à se projeter et je comprends parce que c'est vraiment tout un autre monde. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas simple pour tout le monde et je pense que ça dépend aussi de tes obligations à côté. Ouais, c'est vrai. Mais après, globalement, si tu lisses, tu t'y retrouves. Donc, je sais pas si ça change tant de choses que ça. Ouais. Mais après, dans ce que tu dis aussi, ce qui est intéressant, c'est
de comprendre aussi que dans une activité professionnelle, tu peux décorréler tes revenus de ton temps sur certains aspects. Et ça te permet aussi de pouvoir aller chercher d'autres types de revenus et de pouvoir maximiser ce que tu dis, c'est-à-dire augmenter ton chiffre d'affaires sur certaines périodes de l'année, par exemple. Ouais. Décorréler les revenus du temps, c'est Ouais, un grand sujet ouais. quand tu es freelance. Mhm. C'est vrai que majoritairement, tu vends ton temps, mais c'est pas simple. Et on a tous très facilement envie de se dire, je vais monter un petit produit ou je vais trouver un moyen de faire ça. Et en fait, c'est pas forcément ce que les gens veulent, hein. Ils veulent. Ouais, puis c'est dur. Oui, puis Parce qu'en techniquement, c'est dur. ouais. Et puis en fait, ça dépend des métiers, mais quand même, les gens veulent quand même globalement un accompagnement, etc. Et souvent, tu te retrouves, moi, ça m'est arrivé à réfléchir plein de fois. J'ai monté tel type de produit que je vais pouvoir un petit peu scaler, etc. Et au final, tu reviens toujours à faire Ouais, et ce puis que ce tu dont fais. on se rend pas compte aussi, à la base, enfin, il y a un peu ce fantasme de se dire oui, je vais monter un produit ou un truc scalable qui va fonctionner et puis ça va rouler tout seul. Non, 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 il y a du marketing en permanence pour que ça il fonctionne. y a des bugs. Il y a des bugs en Ouais, permanence, il ouais. faut revenir dessus. Enfin, C'est marrant parce que c'est une des premières choses auxquelles j'avais pensé quand j'ai monté mon premier projet. Je me Mhm. suis dit, bah, je vais monter une application, puis ça va tourner, et puis ça va, c'est bien. Non, 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 ça se non, passe pas non, comme il faut que ça. tu sois déjà. C'était pas dans le produit ou dans la tech, honnêtement, c'est quand même bien quand on associe, c'est un associé qui l'est. Et puis en fait, non, tu as toujours des problèmes, faut aller vite parce que tu as des retours, faut, que ça sur les bugs, que ça sur des features, sur plein de choses, etc. Et donc en fait, non, ça n'arrive, C'est c'est un rare. fantasme. C'est rare. Ça existe, hein, Ouais, ça c'est existe. possible. Mais déjà, faut pas mal se débrouiller en termes de produits et de tech, même si maintenant il y a le no-code. Ça, c'est la première chose. Et puis de deux, faut pas non plus se dire une fois que ça roule, enfin une fois que c'est lancé, ça roule tout seul. Ouais, non, ça ne Non, roule jamais seul, non, vraiment. jamais. Faut Ouais, se sortir ça de ouais, la tête ouais, parce ouais, qu'il y a c'est clair. il y a toujours un effort à fournir pour que ça fonctionne, en tout cas pour que ça se vende en asynchrone, en tout cas. Totalement, ouais. Ok, donc du coup, sur les plus, on avait la flexibilité dans la journée quand même. Ouais, Ça, c'est c'est le plus gros. hyper, ouais, c'est hyper intéressant. Le fait de pouvoir travailler d'où tu veux. Et si Ouais, tu as une galère, bah, pas de galère en fait. ouais. Euh, et, euh, et je rajouterais un truc que tu as dit tout à l'heure et je trouve très intéressant et je le vis moi aussi dans ma vie professionnelle, c'est le fait de pouvoir ajouter ou sortir un projet. Tu vois? Ouais, Toi, t'es free, tu as une newsletter, là, tu commences les RP. Et en fait, tout ça est très flexible finalement. Tu rajoutes une activité, mais si demain tu veux en sortir une autre, il ne tient qu'à toi de le faire en fait. ouais, 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 et c'est super, super intéressant. Ça permet de découvrir d'autres choses. Ça permet aussi d'évoluer, d'essayer d'aller chercher de nouvelles compétences. Et je trouve toujours ça bien d'essayer de se remettre en question, tu vois, pour essayer d'aller voir d'autres choses. Puis ça marche pas, c'est pas si grave, honnêtement, hein, mais ça, c'est assez bien, ouais. Cette flexibilité aussi, une certaine forme de flexibilité pour essayer d'autres choses. Après, le grand sujet, je sais pas si c'est quelque chose qui t'arrive, et moi, ça m'arrive souvent, et j'essaye de me canaliser là-dessus, c'est de se disperser Oui. et de te dire, ah, mais je pourrais faire ça, c'est trop Mm. bien, etc. Je pourrais faire ça, j'ai telles idées, etc. Non. Non. J'ai une méthode. Ok. Je me laisse toujours 2 jours. En fait, j'ai une idée. Moi, dans mon Notion, j'ai un truc, je note, je prends plein de notes, etc. Et je me dis, ok, c'est pas mal. Je m'enflamme pas. Je vais laisser 2 jours. Si au bout de 2 jours, j'ai encore cette idée en tête, je vais dessus. Je Ok. commence à exécuter quelque Pas mal chose. quand même. 2 jours, ça Mettons, va. ouais. Ouais. Ouais, parce que des fois, un jour, Ouais. tu dors et tu es surexcité. Et tu dis, ah, putain, ouais, demain matin, je vais faire ça. Faut laisser, moi, je laisse 2 jours. En tout cas, c'est ce qui marche pour moi. Et juste, je le réfléchis, hein, le truc, mais je l'exécute absolument pas. Et franchement, si au bout de 2 jours, je me dis, ah, il y a quand même peut-être quelque chose à faire, Ouais. là, Tu vas dessus. je l'exécute, et je l'exécute pas non plus comme un bourrin à tout faire d'un coup. Je vais essayer d'envoyer quelques messages. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Mais je me Ouais. laisse toujours le temps de la réflexion. Ouais. Bah alors, tu vois, moi, j'ai opéré un truc cette année. C'est nouveau. Et j'en avais marre parce que pareil, j'ai genre toujours 35 millions de projets. Et c'est ça qui est cool aussi. Ouais. Mais j'ai fait un espèce de template sur Notion qui me fait un peu une évaluation de à quel point c'est pertinent Ok. pour... Ah, t'es allé mais... encore plus loin que Ouais, moi. je suis allée loin un peu cette année, mais parce que j'avais besoin de genre clarifier tout ça, tu vois. Et c'est hyper cool. Et du coup, ça m'amène une légèreté dans le truc. Tu vois, genre, quand j'ai des idées, je les note, je screen le truc. Et si ça rentre dans mes critères, bon, bah, trop bien.
pareil, je le laisse décanter, on verra quand j'aurai du temps. Et si ça ne rentre pas dans les critères, ça dégage. Mais c'est quoi les On s'en critères? reparle. Par rapport à mon chiffre d'affaires, est-ce que ça rentre dedans? Est-ce que Ok. ça me fait plaisir de bosser dessus? À quel point? Comment ça va m'aider à développer, je sais pas moi, par exemple, tout ce que je peux faire avec les entreprises ou ce que je fais avec les particuliers. J'ai tout Ouais. un truc comme ça et j'ai Ok. mes petites cases. Mais c'est malin. Ouais. Ok. Et ça m'aide bien Ouais, mais à c'est me une très bonne idée. recadrer. Dans tous les cas, peu importe les moyens, tant que Ouais. tu arrives à ne pas trop te disperser, je pense que c'est le cas de beaucoup. Et moi, je le vois, je suis dans un WeWork, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs et freelance. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, il faut réussir à se canaliser Ouais, là-dessus. le focus. Après, généralement, quand tu as une activité qui marche pas trop mal, tu as envie de creuser cette activité. Ouais, Et moi, c'est plutôt dans les périodes où je suis un peu plus, où c'est un peu plus compliqué, tu vois, où je peux ouais. réfléchir à d'autres choses, etc. J'essaie de me recentrer et faire, ouais, non, je vais continuer, aller prospecter, je vais recréer du contenu, etc. Mais, euh, mais Ouais, non, ça c'est dur, le focus. ouais, ouais, c'est un vrai sujet, ça aussi. Mhm. Euh, Il y a d'autres mois ou pas dans une vie de freelance? ouf, je sais pas quel terme utiliser, mais on parle beaucoup de freelance et de liberté. Ça dépend. Alors, ça pourrait être une épreuve de philo, mais qu'est-ce que la liberté? Ouais, bah alors, mais moi j'adore ce sujet parce que je suis d'accord avec toi. C'est un fantasme de penser qu'on va Ouais. être libre en freelance. En fait, si ta liberté, c'est de faire ce que tu veux avec ton emploi du temps, mais ce qu'on a plus, je pense, appelé de la flexibilité, oui, tu es libre en tant que freelance. Mais moi, par exemple, il y a quelque chose, c'est un vrai sujet pour moi, c'est la charge mentale. Euh, tu peux, j'ai du mal à déconnecter. C'est très dur de me dire, je rentre le soir. Alors, ça dépend des périodes, tu vois. Je passe un bon moment avec mes amis, il n'y a pas de souci, je vais oublier. Ou avec ma famille ou autre. Mais quand même, très souvent, c'est très dur de déconnecter. Tu penses toujours à plein de choses. Je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Tiens, là, j'ai telle idée, etc. Donc moi, c'est pour ça, bah, comme je te disais, que je prends beaucoup de notes. En fait, tout ce qui me passe par la tête, Tu notes. je le note, ouais. Et ça me permet de me libérer de certaines choses. Tu sais, des fois, alors que tu sois salarié ou freelance ou peu importe, hein, peut-être tu te réveilles en pleine nuit ou alors avant de t'endormir, tu te dis merde, mais je pensais à un Tu sais que ça truc, m'est c'est quoi? arrivé ce matin, Eh ben voilà. Eh ben, mais ça note-le faisait la longtemps que ça prochaine fois. m'était pas arrivé. Et j'organise une conférence pour une boîte en ce moment. Et je me suis réveillée et je me suis dit, c'est pas possible que je Ouais, suis en train de penser à ça. J'ai même pas ouvert l'œil, ouais, tu sais. Mais ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Des fois, ouais. ça revient en boomerang. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Et donc, ça, c'est pas de la liberté du tout, hein. Ouais. C'est pas de la Non, liberté c'est du chiant. tout. Et puis, certes, t'as pas de compte à rendre à tes patrons, etc. Mais tu as des Mais clients t'as des clients, c'est pareil. que tu dois Bah oui. satisfaire. Et donc, la relation, elle est différente entre ton patron et ton client, mais ça reste une certaine responsabilité que tu as. Donc, ça aussi, tu vois, je définirais pas le métier de freelance comme libre, en tout cas au Ouais, sens où non, je moi je suis d'accord l'entends. avec toi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et puis, il y a une notion de cadre aussi. C'est pour ça que le free, c'est pas forcément fait pour tout le monde parce que ben, tu t'enlèves quand même un cadre en termes de temps, de lieu, etc., qui potentiellement, tu le sais pas encore, mais est nécessaire à ta productivité, en fait. Ouais, 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 totalement. Et pour revenir là-dessus, oui, c'est pas fait pour tout le monde parce que je pense qu'il faut vraiment avoir la capacité de te cadrer et de te dire, voilà, bah ouais, peut-être que ce matin je vais mettre un réveil quand même. Peut-être que je vais éviter de me barrer à 15 heures. Alors, moi je trouve que ça c'est surtout au début. Ouais, Maintenant, ça j'ai se... beaucoup plus. Mm. Quand je sais par exemple que sur un mois, honnêtement, ça roule bien et j'ai mes choses, etc. Si pour le coup, si une journée est terminée et que j'en ai un petit peu marre et que j'ai bien bossé la journée, que voilà, je vois que j'ai travaillé pour suffisamment d'argent ou autre, bah, des fois je me dis à 15 heures, vas-y, je rentre. Mais globalement, c'est pas le cas quand même. Mhm. Tu quand même toujours d'aller un petit peu plus loin. Et... Ouais. Mais tu sais, moi, je me fais la réflexion des fois, ça fait 4 ans maintenant que je suis à mon compte. Et des fois, je me dis, mais en fait, je me reconstitue une vie de salarié. Tu vois, bon, déjà, je me verse mon salaire, toujours la même chose, etc. Mais pendant longtemps, j'ai pas eu de bureau. Mais là, j'ai un bureau. Je fais des horaires de bureau, hein. Clairement, j'arrive à 9 heures, je repars à 18. Enfin, j'ai des horaires de bureau, quoi. Donc, il y a ça aussi de se dire, bah, en fait, le freelance, c'est pas forcément un truc complètement atypique, etc. Des fois, c'est juste une manière d'exercer sa compétence autrement. Et en fait, tu reviens dans un truc. Ouais, totalement. Honnêtement, je suis totalement d'accord. Ouais. Moi, ce que j'essaye de faire pour ça, c'est que j'essaye de casser ça, justement. Ouais. Et j'hésite pas, des fois, à me dire... moi, donc, comme je disais, je suis dans un WeWork, j'ai accès à tous les WeWork de Paris, Mhm. même du monde, si je veux.
Et donc, j'essaye de casser un peu ça et de me dire, bon, bah, ce matin, allez, je vais aller faire un petit peu de sport le matin, je vais bosser de chez moi jusque 10 11 heures, je vais partir, je vais rejoindre mes potes le midi, on va aller manger ensemble, etc. Et puis l'après-midi, je vais bosser au WeWork et puis je rentre le soir ou autre. J'essaye en tout cas le plus possible, tu vois, Ouais. de casser ça. Ouais. De kiffer un minimum Ouais. la flexibilité, De genre. savourer le fait d'être freelance pour le Ouais. coup et de me dire, en fait, je peux me le Je permettre de comprends. le faire. Donc, au début, mentalement, c'est dur de se dire, Ouais. oh, allez, vas-y, je prends mon après-midi, par exemple. Mais des fois, il faut savoir le faire, je pense, pour savourer un petit peu le fait qu'on est indépendant, parce que c'est vrai que des fois, tu peux dire, bon, en fait, si j'ai cette mission-là qui correspond exactement au taf de cette personne dans cette boîte, et que je fais les mêmes horaires, Bah que je oui. gagne la Autant même que j'aille. chose, autant que j'y aille, hein. Bah oui, oui. Non, mais c'est Donc, clair. j'essaye le plus possible Ouais. de casser ça. Et les vacances? Les vacances, ouais, j'arrive à en prendre, honnêtement. Ok. J'arrive à en prendre. J'ai la chance d'avoir un travail où je peux vachement anticiper ce que je fais. Par exemple, généralement, avec tous mes clients, si je dois écrire du contenu, c'est prévu quasiment sur le mois. Ouais. Donc, je vais mettre un petit coup de boost avant de partir en vacances. Je vais bosser un petit peu plus tard, écrire les articles que je devais écrire la semaine d'après. Et voilà, tu Ouais. préviens les clients, etc., t'envoies. Et puis, j'arrive à le faire parce que aussi mon travail me le permet. Mais après, c'est dur de ne pas penser au travail pendant les vacances. Ne pas travailler vraiment, je veux dire, exécuter ton travail. Ça, j'y arrive bien. Tu vois, je suis pas là à dire non, il faut que je fasse ça pendant les vacances, etc. Mais j'ai du mal à arrêter de penser totalement au Ouais. travail. Et presque, c'est sur ces périodes-là où tu as envie un petit peu de te poser et te dire, OK, sous stratégie, ou je vais Ouais. faire ça, Et etc. est-ce que tu vis ça aussi pendant tes vacances, comme tu es déconnecté du travail, tu as des nouvelles idées? Euh, Pas forcément, honnêtement. Non, moi, pour le coup, non, ça, c'est pas forcément. J'ai moins d'idées, parce que j'arrive quand même à penser un petit peu moins. Mais pas forcément. Pas Ouais. forcément. Bon, tant mieux. Au moins, tu Ouais. as un peu de répit Ouais, un de petit peu temps de en temps, répit ouais. quand même, ça fait pas de mal. Trop cool. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans une aventure freelance comme la tienne? Il y en aurait pas mal, je pense. Mhm. La première chose, c'est purement business. Alors ça dépend des activités, mais c'est de se nicher. D'accord. Franchement, je pense que même sur n'importe quelle activité, c'est possible. C'est se nicher, avoir une activité très précise qui va vraiment parler à la personne à qui tu vends ta solution. Et ça, tu peux le faire selon moi par deux moyens. La première, ça va vraiment être de te nicher sur une expertise. Typiquement, c'est pas de la création, de la rédaction de contenu, c'est de la rédaction de newsletter, Ouais. c'est de la rédaction d'articles de blog, Ok. de post LinkedIn. Mhm. C'est la première manière de se nicher. Je prends mon cas à moi. Et l'autre, c'est sur une verticale. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis Mhm. niché sur les fintech. Et en fait, ça change tout parce que tu parles le même langage que tes interlocuteurs, que tes prospects, que tes clients. Et donc, alors évidemment, si tu te niches dans un domaine, c'est bien d'avoir un minimum de connaissances dans le domaine. Mais ça, c'est vraiment quelque chose, Ouais. c'est vraiment le plus important pour moi. Mhm. Si je devais vraiment donner le conseil numéro un, c'est de se nicher dans une activité. Et après, si tu arrives à être bon dans ta niche, les opportunités, elles vont se créer toutes seules. Mhm. Parce que bah, typiquement, ton client va dire, OK, c'est cool, tu écris des articles de blog, tu les écris bien. On a besoin d'écrire notre newsletter ou un livre blanc. Est-ce que tu peux le faire? Et tu t'élargis au fur et à mesure. Tu vois. Si tu prends la niche dans les fintechs, c'est un petit peu mon cas. Au début, j'étais sur de la création de contenu de manière globale. Eh ben, je m'étends à l'ARP. Tu vois. Donc, c'est quand même dans un premier temps beaucoup plus simple de commencer Ouais. par une niche. Ça, c'est le premier Et je suis conseil. d'accord avec toi et en même temps, je pense que ça peut faire peur. Parce que Ouais, quand c'est tu normal. commences en freelance, Ouais. tu te dis, bah, en fait, je vais tout prendre parce que j'ai besoin de rentrer un CA ce mois-ci et donc je vais prendre ce truc-là. Donc au départ, tu as un peu ce truc vertigineux de se dire, oui, mais si je prends que cette niche-là, est-ce que je vais avoir assez de clients en fait? Ouais, mais parce qu'en fait, au début, c'est rare que, comme tu as utilisé le terme prendre quelque chose, et en fait, je trouve que dans un premier temps, les choses, elles n'arrivent pas. C'est à toi d'aller les chercher quand même. Et donc, si tu vas les chercher en étant généraliste, c'est beaucoup plus compliqué que le faire Ouais. enfin, que si t'es niché, tu vois. Ouais, et puis aussi, je trouve que, enfin, c'est ce que tu dis, tu as un niveau de compétence sur un sujet
Et en fait, je sais pas, si demain, une boîte dans la food vient te voir, bah, en fait, tu auras une valeur ajoutée pour eux qui est moindre versus, ta compétence, dans les fintech, quoi. Ouais, bien sûr. Et honnêtement, à l'heure actuelle, une boîte qui viendrait me voir dans la... Alors, j'adore la food, hein, ça, je l'ai dit au début, mais je dirais non. Ouais. C'est pas... Ce serait un défocus. On parlait de Mmh. focus ou autre, Ouais. ce serait un défocus. Mmh. Donc, je dirais non. Peut-être que si ça me tombe dessus et que je suis au tout début de mon activité, évidemment, je dis oui, je prends ce qu'il y a à prendre. Mais en tout cas, dans ma stratégie et dans ma pensée, dans ma vision pour mon business, Mmh. je reste concentré sur ce que je veux faire et j'y vais. Et à terme, c'est comme ça que tu crées le plus de valeur, en fait. Mmh. Euh, voilà. OK, Donc pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est se nicher. donc 1er conseil, se nicher et ensuite est-ce que tu as d'autres, conseils? Ensuite, un autre conseil, ce serait quoi? Ah bah, je dirais créer du contenu. Oui! Ouais, je dirais créer du Yes! contenu quand Ouais. même. C'est la deuxième étape. Ouais, créer du contenu parce qu'en fait, ça te trouve des opportunités que tu n'aurais même pas imaginées. Ça te permet de te faire connaître, ça te permet... Il y a quelque chose qui est très important, je trouve, quand tu fais de la vente de manière générale. Pour le coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris chez HSBC et qui est très dur quand tu es freelance. Quand tu es freelance, surtout quand tu as une activité qui tourne bien, tu fais de la gestion de projet, tu t'occupes de tes clients. Mmh. Le jour où tes clients se barrent, même si tu as fait du bon travail, ça arrive, hein, voilà, ouais, plus forcément le besoin, etc. Si tu n'as pas maintenu derrière une source d'acquisition, Mmh. tu te retrouves... là, c'est compliqué parce que le client, c'est rare que tu le retrouves en une semaine. Et donc, il faut toujours essayer de maintenir un flot de prospects régulier. Et ça, tu as trois manières de le faire, je dirais. Celle que je préfère, c'est le contenu. Alors, ça prend un petit peu de temps de manière régulière, mais pour moi, c'est la plus bénéfique parce que c'est quand même plus sympa à faire, je trouve, que d'envoyer des messages, des mails ou d'appeler des gens ou d'envoyer des messages sur LinkedIn. Donc, tu as le contenu, tu as la prospection en direct. Mmh. Les deux couplés, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ce que j'essaye de faire. Et je pense que ce qui marche pas trop, c'est que quand tu crées du contenu, que tu laisses les gens voir un petit peu, que les gens voient un petit peu ce que tu fais et qu'ensuite tu leur envoies un message, que ce soit positif ou négatif, tu as quand même un taux de réponse qui est bien plus élevé parce qu'ils t'ont vu passer, ils disent c'est cool, etc. Donc ça, c'est les deux choses les plus importantes. Et puis, bah, j'aime un petit peu moins, mais tu as évidemment les plateformes de freelance. Mais qu'est-ce que tu fais le jour où cette plateforme, elle n'existe Oui, plus? c'est ça. Mmh. Donc, Une dépendance aux plateformes qui peut être, ouais, qui peut être parfois dangereuse. compliquée, ouais, ouais. Qui est, je pense qu'il faut le faire. Mmh. Ça coûte rien, honnêtement. Tu te mets sur la plateforme, c'est de te référencer, de faire quelques missions dessus C'est un pour... bon pied dans la voilà. porte, en fait, Voilà. parfois. Mmh. Mais il faut pas que ton business repose sur une plateforme parce que tu maîtrises pas, en fait. Tu maîtrises pas ta source d'acquisition. Donc, il faut que ça vienne soit de ta prospection, soit, et encore mieux, de ton contenu. Faire les trois, c'est l'idéal. Ouais, bah, c'est un terme qui est très à la mode en ce moment et qui est très lié à la création de contenu. Mais le personal branding, c'est très très important en freelance. Parce qu'en freelance, c'est pas comme une entreprise où tu as affaire à plein de gens. Moi, si je suis client d'une entreprise, euh, le personal branding du CEO, c'est bien, tant mieux pour lui, parce que c'est ce qui m'aura attiré. Mais après, moi, j'aurais affaire à des chargés de compte, Oui. à plein de choses comme ça. Quand tu es freelance, les gens, ils viennent te voir pour toi généralement. Bah, Et surtout donc, c'est là où c'est important d'avoir un ouais, personal surtout si branding. tu fais de la création de contenu et que tu étayes un peu, toi, la manière dont tu vois le sujet, dont tu l'appréhendes et tout. C'est sûr que Ouais, ouais, bah, alors bah, pour moi, pour la création de contenu, c'est encore plus pertinent. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors là, pour le coup, je vais parler peut-être plus pour les gens qui sont en communication, en contenu, mais je pense que chacun pourra le transposer à son activité. C'est très bien de démontrer à tes clients que ce que tu veux faire pour eux, tu as réussi à l'appliquer pour toi. Ça, c'est une vraie force, en fait. Parce que les gens, ils vont se dire, en fait, ils vont pas se poser de questions. Ils vont voir que tu crées régulièrement du contenu, que ça marche pas trop mal. Et ils vont se dire, bon, bah, enfin, je dis pas que ils vont dire, ok, c'est cool, on signe tout de suite. Mais je pense que ça ôte un petit doute quand ouais, même, tu vois. Ils ça disent, augmente ta jauge de crédibilité, quoi. exactement, ça Ouais. augmente ta crédibilité, ouais. Et Mmh. donc, si chacun, pour sa propre activité, peut dire, bah, moi, auparavant, j'ai pu faire ça. Enfin, tu vois, je vais prendre un autre exemple, mais imaginons, je suis indépendant et je veux me lancer. J'avais réfléchi au début aussi, hein, à aider des entrepreneurs à obtenir leur financement. Bah, j'ai quand même beaucoup plus de crédibilité parce qu'avant, c'est moi qui Bah les oui, octroyais, les financements. ouais. C'est quelque chose que je connais, que je faisais. Et donc, chacun, je pense que c'est intéressant si chacun arrive à transposer ça pour son activité. Ça, c'est une vraie, vraie force. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu as un dernier conseil? Un dernier conseil, ben, qu'est-ce que je pourrais dire en dernier conseil? Non, ben, le dernier conseil, c'est de... On en a parlé un petit peu, mais c'est de kiffer, quoi.
c'est comme tu l'as dit, si c'est pour se retrouver à faire un 8h, 19h sur une tâche unique tous les jours pendant des années, à un salaire qui reste le même tout le temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Par contre, si tu arrives à te faire profiter, même de temps en temps, de cet avantage d'être freelance et de faire un petit peu ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, Ouais. je pense que de temps en temps, il faut se l'accorder parce que Ouais, je suis sinon, d'accord. Le sinon fun, c'est... quoi. Ouais, Enfin, ouais, totalement. un minimum de kiff dans la vie de freelance, sinon, franchement, Ouais, c'est relou. ouais. Et alors, si j'ai un autre conseil, se remettre en question. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, ça va un peu avec la charge mentale où on réfléchit toujours, mais il faut vraiment se remettre tout le temps en question, que ce soit sur ta prospection, sur ta création de contenu, sur tes rendez-vous avec tes clients, sur tes missions avec tes clients, etc. Il faut le plus possible Ouais. essayer de se remettre en question. Et généralement, si tu te remets en question, ça finit toujours par s'arranger. Ouais, tu peux progresser, Franchement, quoi. Ouais. ouais, Mmh. c'est rare de dire je me remets en question et ça marche pas. Ouais. Ça marchera peut-être Mmh. pas tout de suite, mais assez rapidement, ça devrait marcher. Et putain, j'ai plein de choses à dire. Mais si Vas-y, j'ai un vas-y. dernier conseil Mmh. aussi, ça c'est vraiment très pratique, mais je l'ai déjà vu quelques fois, c'est quand tu cherches ton premier client. Ça arrive pas mal de fois qu'on me dit: «Est-ce que je dois bosser gratuitement ou pour vraiment pas cher?» ou des choses comme ça. Je dirais non, mais après ta rémunération entre guillemets, elle peut ne pas être, pécuniaire, ça peut ne pas être de Ouais. l'argent, Tu penses à quoi, par exemple? à de la visibilité, à du témoignage, Mmh. à de l'étude de cas. Ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Tu peux te dire: «OK, si vraiment je me lance et que je galère et que je trouve pas de clients, je vais proposer mes services gratuitement, financièrement à quelqu'un». Alors, je vais peut-être Mmh. faire une mission qui dure 3 ou 6 Oui. mois, mais un petit truc, tu vois? Idéalement avec des beaux noms, c'est toujours mieux, avec des belles entreprises de ton secteur et de te dire: «Je le fais gratuitement, financièrement, mais par contre, je veux rédiger une étude de cas complète, je veux un témoignage» et cetera. Et c'est une après comme ça, comme quand tu vas voir tes prospects, bah, tu leur dis: «Regardez ce que j'ai fait pour Ouais. telle entreprise» et cetera. Ça, c'est Mmh. quelque chose, pour le coup, j'en avais déjà discuté, tu vois? Et je trouve que ça, c'est quelque chose Ouais. qui peut être un bon moyen. Mais Faut jauger, en fait. voilà, Ouais. sur de la petite mission Mmh. et honnêtement, il faut le faire une fois, hein. Oui, oui. Ouais. Parce Puis que après, c'est tout le pas le monde, but. commence quelque part, hein. Ouais. Moi, j'ai vendu mon premier communiqué de presse en 2017. Roulement de tambour, 55 €. Ouais. Eh beh, écoute, Voilà, ouais. ça arrive. Oui, mais tu vois, ou même si tu as une petite, un petit peu, un faible montant, tu vois, de la prestation, au moins tu as un Tu l'as premier fait? Bah client et ouais, tu et as tu un peux premier dire: «J'ai un nom et client». tu peux dire: «J'ai un client» et Ouais. tu peux tout de suite te remettre un petit peu en question sur des process. «Ah tiens, je vais Mmh. pouvoir faire ça maintenant» et cetera. Donc si à un moment vraiment ça bloque trop, il faut Oui, prendre des là, décisions, ouais, là, il faut se poser comme d'autres ça, questions quoi. plus Ouais, deep, ouais. totalement. Mais je suis d'accord avec toi, il faut commencer quelque part et avoir un premier client et pouvoir prouver, bah, à celles et ceux qui s'intéressent à ton travail aussi que tu es capable de le faire, quoi. Donc Ouais, ouais, je trouve que c'est totalement, un bon conseil. Trop totalement. cool. J'ai une dernière question, pour toi, Thomas, qui est ma question signature que je Je pose à t'écoute. tous mes invités. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve dans lequel tu convierais 3 personnes, personnalités, entrepreneurs, pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? Alors j'ai longtemps réfléchi à ça. Hem, le premier, je vais faire une petite pub pour lui, et pour son programme. J'ai intégré récemment un programme qui s'appelle Hyper Freelance. Quelqu'un qui s'appelle Rémi Loher, qui a des super connaissances, qui réussit bien en freelance et donc qui a monté un programme pour aider les gens à passer l'étape supérieure en freelance. Donc j'ai la chance de faire partie du programme, de discuter régulièrement avec lui et c'est une vraie avancée, qui permet vraiment de, te remettre en question sur ta prospection, sur ta gestion de projet, sur ton mindset de freelance Mmh. aussi. Donc c'est la première personne, je dirais, c'est Mmh, trop Rémi cool. Loher. Heu, la deuxième personne, moi, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, beaucoup sur les réseaux, qui est un Américain qui s'appelle Justin Welch, heu, qui est, on va dire, le maître du solopreneuriat, OK, vraiment. trop Super bien. intéressant, un créateur de contenu incroyable. Je suis vraiment tous ses contenus, newsletters, et cetera. Ils font aussi des petites formations en ligne. Il m'a fait prendre conscience de tellement de choses en tant que freelance et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce qu'il explique, c'est très, processé. C'est Mmh. vraiment étape par étape. Telle problématique, ça OK. et cetera. C'est activable, quoi. C'est archi activable, actionnable. C'est vraiment, super intéressant.
Et puis, si je devais en citer un troisième, mais c'est très particulier parce que c'est très niché par rapport à mon activité, quelqu'un qui s'appelle Simon Taylor, qui est un Anglais, qui est spécialisé dans les fintechs, qui est un créateur de contenu incroyable sur les fintechs, qui a des ressources incroyables sur des choses techniques. Vraiment, parce que la fintech, tu as le côté finance que je connais quand même pas trop mal. Tu as le côté tech, qui est quand même très technique, très, très complexe. Et lui creuse énormément le sujet tech sur des sujets vraiment du futur, on va dire, de la fintech, de la banque, du paiement, etc. Et donc, il pourrait m'aider pas mal, je pense, à creuser tous ces sujets, un petit peu de fintech pour apporter encore plus de valeur à mes clients. Trop bien, génial. Voilà. Et sinon, si je dois en citer un quatrième, mais Ah là là, il triche, ça y est. ça n'a rien à voir, mais je suis un grand fan de Noël Gallagher. Donc, j'ai longuement pensé à le mettre. Je m'en fous, il sert à rien, mais il est là. On le prend quand même, allez, on accepte. Je le prends quand même, j'y ai pensé. Je me suis dit, non, tu l'as glissé comme ça en dernier. Voilà, ne fais rien, c'est pas grave. Génial. Thomas, un grand merci pour cette discussion. C'était hyper intéressant. Merci à toi. J'espère que ça aura permis à nos auditeurs et à nos auditrices de comprendre ce que c'est qu'un lancement en freelance. Et je mettrai bien sûr toutes les infos pour découvrir ton travail dans la description. Et je te dis à bientôt. Un grand merci à toi. J'ai adoré. Je pense que j'aurais pu parler pendant 2-3 heures au moins. Mais on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Thomas Yedou. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre comment créer un système vertueux pour un business en freelance. Et comme vous êtes encore là, à m'écouter, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcasts et Spotify, mettre 5 étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider à faire rayonner le Tilt. Merci beaucoup et à bientôt.